Bonjour Colombe. Bonjour et ravie d'être là avec vous. Donc Colombe Schneck, vous n'êtes pas une perdrix de l'année, on va dire, on vous connaît bien. Hein. Je peux dire ça parce que je suis beaucoup plus vieille que vous. Voilà. Vous êtes une journaliste française de radio, vous êtes un écrivain sélectionné et récompensé par plusieurs prix littéraires. Il y a quelques livres de poche là à la sortie, si le public présent souhaite en acquérir quelques-uns. Vous êtes aussi une réalisatrice de documentaires. Et vous avez aujourd'hui une chronique dans Madame Figaro depuis 4 ans, je crois. Ça doit être ça, oui. Voilà. Donc le livre que j'ai dans les mains, là, Philippe et moi, eh bien, sur la page de titre, voilà, je vous la montre pour le public, les auditeurs n'ont qu'à l'imaginer, il n'y a pas écrit roman. Mais à la page 342, on trouve « Ceci est un roman dont certains éléments sont vrais. » Voilà, débrouillez-vous avec ça. Est-ce que c'est pas le cas de tous les romans? Je pose la question à la critique littéraire. Est-ce que c'est pas le cas de tout roman? Non, je crois que c'est pas aussi simple. Est-ce que tout roman n'est pas une forme d'invention à partir de la réalité d'un matériau autobiographique ou réel? Alors, matériaux réels, oui, je dirais oui. Autobiographique, je dirais pas nécessairement. Voilà. Mais c'est souvent le cas. C'est vrai. D'ailleurs, sur la couverture du livre, vous n'avez pas vu la couverture, la jaquette rouge, la belle jaquette rouge, il y a écrit roman. Oui, il y a écrit roman. Juste en dessous. Dans le cadre de mes recherches, j'ai retrouvé une très belle lettre, une lettre très amusante que Philippe Roth écrit à ses parents. Après le succès de Portnoy et son complexe, je la cite grosso modo, il y a des chez maman, chez papa. Donc, il leur a envoyé le manuscrit, les épreuves de son dernier roman, et il les prévient. Vous avez compris maintenant que mes romans, sont à moitié tirés de la vie, à moitié ne sont pas tirés de la vie, et même à parts égales, à moitié vrai, à moitié inventé. Donc, la personne qui me dit « vas-y, travaille comme ça », à moitié vrai, à moitié inventé, c'est pour moi un des plus grands romanciers du XXe siècle, et du XXIe, Philippe Roth. Donc voilà, j'ai juste suivi un de ses conseils et un des conseils de lecture qu'il donnait à ses parents. À moitié vrai, à moitié inventé. À moitié vrai, à moitié inventé. Alors ce livre, évidemment, Philippe, c'est Philippe Roth, hein, je vous dis pour les auditeurs, parce qu'ils n'ont pas le livre devant eux. Ce très très grand romancier, il était beaucoup d'autres choses, écrivain, on va dire, américain. Il a été adulé, hein, il est mort en 2018. Que vous, Colombe, semblez connaître sur le bout des doigts. Je crois que c'est pas trop de dire que presque vous avez une obsession pour Philippe Roth. Le livre devait s'appeler Une légère obsession, parce que bien sûr, une légère obsession, ça n'existe pas. Mais quand on est obsédé, on est toujours à se défendre. Oh, je m'en fous de cette personne, ou c'est pas si important ce fait, etc. Et évidemment, pour écrire un livre, passer plusieurs années sur un sujet, il faut être obsédé. Je crois que tous les autres écrivains sont obsédés. Et je suis une obsédée. Philippe Roth était obsédé dans son travail d'écriture, mais il était aussi obsédé par le deuxième personnage du livre, qui s'appelle Francine Duplessis, sa voisine dans le Connecticut, une journaliste d'origine française, qu'il a détestée pendant 40 ans et dont il n'est pas arrivé à se débarrasser. Enfin, sa haine pour elle, il n'est jamais arrivé à s'en débarrasser. Donc, c'est un livre autour de l'obsession, celle de l'auteur, l'autrice, mais aussi des personnages les uns envers les autres. Alors, il y a un personnage qui est la narratrice, hein, dont on va parler. Vous allez nous dire un peu qui elle est, même si je sais que vous allez un peu nous mentir. C'est pas grave. Hein. Non, c'est pas forcément vous mentir. Donc, on rentre à l'intérieur de cette obsession, celle de Philippe Roth pour sa voisine, surtout celle de sa voisine Francine Duplessis pour lui-même, mais aussi grâce à Esther. Hein. Alors, dites-nous un peu qui est Esther. Esther, c'est encore un des conseils de Philippe Roth. Même si j'ai déjà utilisé dans d'autres romans, oui, vous l'avez une forme on différente. Retrouve souvent Esther. C'est pas exactement la même Esther que dans Militaire Brooklyn ou de Petite Bourgeoise, où le personnage féminin s'appelait aussi Esther. C'est lui qui, dès ses premiers livres, ou dès Portnoy et son complexe, utilise ce qu'on appelle un alter ego littéraire, c'est-à-dire un personnage dans lequel vous allez mettre des choses qui vous ressemblent,
et des choses qui sont complètement inventées. Alors, on me dit, Colombe va vous mentir un peu, et effectivement, je vais vous mentir un peu parce qu'un écrivain, un romancier est un menteur. Voilà, j'ai le droit. Dans l'espace du livre, je fais ce que je veux. Donc, je mens, je vole, je transforme, j'utilise la viralité et j'en fais autre chose. Il y a des choses évidemment de moi dans cette Esther, mais ce n'est absolument pas moi. Alors, pour clarifier un peu le propos, pour le public qui est présent, qui n'a pas forcément lu le livre, et aussi pour les auditeurs de Clapas, voilà, quelques mots quand même. Donc, à l'occasion de son dernier livre aux États-Unis, voilà, donc Esther revoit lors d'une soirée à Brooklyn les personnages rencontrés 40 ans plus tôt, quand elle était jeune fille au père, le temps d'un été, chez Francine Duplessis. Elle se souvient, elle enquête, elle interroge tous ceux qui l'ont connue, et elle va fouiller dans les archives de Philippe Roth à la bibliothèque de New York. Voilà. Donc, 20 ans plus tard, plus que 20 ans plus tard, elle veut absolument percer le secret de cette attraction-répulsion que Francine éprouve pour Philippe, sans jamais que celle-ci soit consommée, semble-t-il. Ouais. Alors, c'est intéressant, voilà. Philippe Roth est mon écrivain, c'est celui que je lis depuis toujours, depuis 16 ou 17 ans. Vous parlez d'obsession, et vous aviez raison, je lis la première fois Portnoy et son complexe. Je dois avoir 17 ans, et je me souviens que je ris tellement que je tombe de mon canapé. Voilà. Et ce qui me fait rire, pour ceux qui ont lu ce livre, un immense succès de Philippe Roth, c'est un passage où le narrateur parle de la constipation du père, et il le raconte enfermé aux toilettes, essayant d'avaler du jus de raisin, du pain de son, etc. Et moi, je me souviens que ma grand-mère me parlait beaucoup de ses problèmes de digestion et de constipation. Donc j'ai l'impression de quelque chose de très familier. D'abord, je n'en reviens pas que c'est plus un sujet de littérature. Je sais que Philippe Roth est un grand écrivain, mes parents le lisent, et qui parle de constipation dans un roman. Alors ça me paraît, qu'on a le droit de parler de ce genre de sujet, ça me paraît fou. Je trouve ça gonflé, mais surtout quelque chose de très familier. Tout de suite, il me semble familier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille, de façon très moqueur de se parler et de montrer son affection. Enfin, tout ça est quelque chose de voilà qui l'univers me semble voilà, c'est le mien. Et donc, comme quand on admire un écrivain, forcément, c'est notre Dieu. On le trouve, tout ce qu'il fait est merveilleux, on l'admire. Ses détracteurs, on les trouve idiots. Les gens qui le détestent, on ne comprend pas. Et je crois qu'on est tous comme ça face aux artistes qu'on admire. C'est les dieux et les déesses d'aujourd'hui. On leur voit aucun défaut. C'était un peu mon cas avec Philippe Roth pendant très longtemps. Et quand j'ai débuté ce projet, donc je suis tombée sur cette histoire de relation entre Philippe Roth et Francine Duplessis. Et j'apprends. Ça avait été assez peu évoqué, ça, parce que il y a beaucoup de biographies, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Philippe Roth. Il y a un paragraphe dans la dernière biographie de Black Belly, donc la biographie autorisée et contrôlée par Philippe Roth, où il parle de sa haine pour cette femme, sa voisine, elle est française, je la connais, et je me dis qu'il y a une porte d'entrée pour écrire sur Philippe Roth. Et bien sûr, je suis partie avec l'idée que cette femme était complètement idiote et que forcément c'est lui qui avait raison. Je ne pouvais pas imaginer autrement, puisque c'est Philippe Roth que j'admire et c'est mon héros. Et essayer de comprendre pourquoi on peut détester quelqu'un D'abord, pourquoi il la déteste, et c'est réciproque. Elle a commencé par l'aimer et puis ça s'est transformé. Pourquoi ça dure aussi longtemps? Voilà. Donc là, j'avais une enquête et j'adore enquêter. J'ai une formation de journaliste, je suis curieuse, je veux savoir, et là, je deviens forcenée. Et au bout de mon enquête, effectivement, disons que la part humaine de Philippe Roth s'est révélée. C'est pas un dieu, c'est qu'il est comme nous tous, malheureusement. Faillible. Infiniment faillible. Voilà. Alors, cette Francine Duplessis, donc c'est une journaliste relativement célèbre. Hein, elle est quand même journaliste au New Yorker. Elle a écrit des livres, notamment un sur ses parents qui s'appelle Them, qu'on peut encore trouver. Il a été traduit en français, Eux. Oui, je ne sais pas. Une biographie aussi de Louise Collet, une autre de la philosophe Simone Veil. C'est une sérieuse biographe, très bonne journaliste. Elle est oubliée aujourd'hui. Mais elle est incurablement snob. Elle est snob, ce qui est assez drôle parce que les personnages snobs, c'est toujours assez amusant. Et c'est une des raisons pour laquelle au départ Philippe Roth se moque d'elle et l'apprécie peu, mais il est snob aussi à sa manière et on l'est tous. Et elle est de façon un peu plus forte et un peu plus ridicule, mais il y a des raisons.
Moi-même, je suis snob, on l'est tout. Voilà. Mais ça suffit pas à construire une haine, hein, le snobisme. Alors, voici ce que Esther, cette fois-ci, en dit. Hein. C'est à la page 59, donc en parlant de Francine. Francine enquête sur des guerres oubliées au Congo-Kinshasa, sur des trésors perdus au Yémen, sur le poète russe Mayakovsky, très amoureux de sa mère, qui lui a inspiré ses plus beaux poèmes d'amour. Elle a reçu des prix, est interviewée à la télévision. Elle est une journaliste sérieuse, mais elle doit constamment le prouver. Elle est convaincue qu'une autre place, plus haute, lui est réservée, et que pour des raisons incompréhensibles, cette place lui échappe. Une place à côté de Philippe, ou au moins à égalité avec lui. Elle a gravé à l'intérieur de son cerveau un dictionnaire des synonymes en 3 langues, français, anglais et russe, un autre de citations d'auteurs aussi rares que ses adjectifs. Elle lit chaque semaine dans les suppléments littéraires des critiques qui louent d'autres livres que les siens, par des auteurs plus jeunes, plus doués. Ils évoquent leur solitude, leur absence d'argent, leur origine modeste, leur trajet, leur lutte, leur sincérité, leur honnêteté, leur morale, leur imagination, comme si ce qu'elle était négligeable, comme si elle ne possédait aucune de ces qualités. L'intelligence de Francine se dérègle, elle se met en colère, l'univers se ligue contre elle, ils sont des usurpateurs. Elle rumine. Ce qu'elle trouve injuste, ce qu'elle estime avoir raté, sa vie sexuelle, sa fille, l'absence de reconnaissance du milieu littéraire, sa peau relâchée sous le menton. Si un auteur avait été capable, sans transiger, sans pitié, de transcrire son désespoir intime, il aurait pu en faire un personnage romanesque intéressant. Voilà. Donc Esther aussi, elle a la dent dure hein, sur Francine. Mais cette frustration qu'elle a, Philippe Roth aussi l'a eu. Il prend des années et des années, chaque année au mois de novembre, il attendait ce prix Nobel littérature qui ne venait pas. Et qui n'est jamais venu. Hein. Qui n'est jamais venu, ce qui est forcément extrêmement injuste. Alors, en fait, est-ce qu'il n'est pas plus connu? Est-ce que ça dit, je dirais, à beaucoup de gens, est-ce qu'il n'est pas plus connu parce qu'il n'a pas eu le prix Nobel de littérature que certains Nobel de littérature qu'on a complètement oubliés? Non, mais évidemment. Mais ce qui est presque, je dirais, touchant chez lui, c'est ce désir d'en être. Voilà. Et il ne vaut pas mieux de cette façon que Francine, dans ses frustrations d'être reconnue, de son incapacité à se contenter de ce qu'il a. C'est quelque chose de assez enfantin. Voilà. Je voudrais ci, je voudrais ça. On a tous des désirs, évidemment. Oui. Et on se heurte à la réalité, mais il y a quelque chose d'assez enfantin avec ce jouet du prix Nobel de littérature. Et alors Francine, c'est la mère de la jeune fille de Théa, que Esther, la babysitter, si on peut dire, parce que Théa est déjà un peu grande, Francine, c'est la mère de Théa, et elle souhaiterait que Esther passe du temps à parler en français avec elle, parce que Francine, elle est d'origine française, hein, bien sûr, et en fait, ça se passe pas comme ça, parce que Théa est trop grande, parce que ça l'intéresse pas du tout de parler français avec sa nourrice qui n'est pas beaucoup plus vieille qu'elle. Elle est jeune fille au père. Hein, voilà. Et donc, on a le sentiment que Francine, elle a honte de sa fille. Elle voudrait, par l'intermédiaire d'Esther, en faire quelque chose de mieux, quelque chose de plus présentable, quelque chose qui ferait que, voilà, elle pourrait en parler à ses amis, elle pourrait être aussi une mère et puis montrer qu'elle est une vraie mère. Mais est-ce que j'ai pas vu déjà des parents qui, on voit ça souvent, qui ont un espèce d'intérêt narcissique de leurs enfants, qui voudraient que leurs enfants cochent telle ou telle case, tel diplôme, tel physique, tel sourire, telle couleur d'yeux. C'est malheureusement assez classique. Hein, on ne sait jamais le dire, mais on aimerait que nos enfants soient plus comme ci, plus comme ça, et nous représentent mieux, et puis ils ne le sont pas parce qu'ils sont eux-mêmes. Ce qui m'intéressait, c'est cette place de jeune fille au père, parce que je l'ai été quand j'étais jeune femme, j'ai fait beaucoup de babysitting. Aux États-Unis ? Aux États-Unis et en France, et ça a été une place extraordinaire d'observation. C'est-à-dire que dans l'intimité d'une famille, on ne peut rien vous cacher, et l'observation est bien sûr le premier talent d'un auteur, d'un futur auteur. Observer ce qui se passe, voir les gestes nerveux, les sourires, la façon de se comporter, ce qu'on cache. Encore une fois, cette place de jeune fille au père au cœur de ces secrets familiers, on ne peut rien lui cacher, comme celle par exemple des femmes de ménage aussi. C'est une place extraordinaire pour observer ce qui se passe au cœur des familles et ce qu'on cache. Et donc j'ai trouvé que voilà,
pour observer ce petit monde. C'est un petit monde, c'est celui des intellectuels new-yorkais, très drôles, très intelligents, qui sont connus dans le monde entier, qui sont traduits dans le monde entier, dont on connaît encore certains noms, parce que autour de Francine Duplessis et Philippe Roth, il y a des gens comme William Steinhardt, par exemple, ou d'autres. Eh bien, la place de Jeune Fille au Père est extraordinaire pour observer ce monde-là. Ce microcosme. On veut y appartenir, on souhaite y appartenir, on souhaite y être le roi, on en est exclu. Il y a un petit clan Madame Verdurin quand même, un peu plus drôle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est vrai que Francine Duplessis, elle fait quelquefois penser à Madame Verdurin. Ça, voilà. En vous lisant là les premières lignes, je dis mais c'est Madame Verdurin au XXe siècle. Voilà. J'ai rencontré, quand j'ai fait un peu de travail d'enquête, et donc j'ai retrouvé effectivement les amis de Philippe Roth et Francine, qui sont les mêmes, depuis 40 ans, puis les plupart sont encore en vie, ils ont 70, 80 ans, et j'ai retrouvé une femme qui est absolument charmante, qui faisait partie de ce clan-là, qui s'appelle Anne Royfé, qui maintenant a 92 ans, et qui est une des premières féministes américaines. Et pour la situer, c'est elle, quand Barbara Streisand joue dans le film avec Robert Redford, nos jeunes années. Je crois nos plus belles années. Nos plus belles années. Le modèle, c'est elle, c'est Anne Royfé. Voilà. C'est intellectuelle, gauchiste, juive, américaine avec les cheveux bouclés. Vous voyez, c'est Anne Royfé. D'ailleurs, elle va dans le placard d'Anne Royfé pour voir comment Anne Royfé s'habille. Donc, elle appartient vraiment à ce monde-là. Elle publie des livres. Son mari est un psychiatre très réputé. Et elle a une maison dans le Connecticut à côté de chez Philippe Roth et Francine Duplessis. Puis elle publie un jour un livre qui reçoit une très mauvaise critique dans le New York Times. Voilà. Et Francine Duplessis la convoque en disant « Tu n'es plus considérée comme un bon auteur, nous ne pourrons plus être amis. » Et elle l'exclut du clan. Eh bien, Anne Royfé a fini par vendre sa maison et s'installer ailleurs parce que c'était plus possible pour elle. Voilà, donc effectivement, il y a un côté Madame Verdurin. Après, elle a continué à avoir Philippe Roth de son côté à New York, mais en tout cas, autour de Francine Duplessis, c'était terminé. C'était terminé. Alors, c'est vrai que cette Francine Duplessis, elle est aussi... moi, je la trouve aussi passionnante parce que elle est bien sûr, il y a tout ce côté snob qui fait quelquefois rire, mais on trouve un peu plus difficile qu'elle soit aussi exigeante à l'égard de sa fille et aussi peu mère. Mais c'est aussi une fille qui a beaucoup souffert, elle, quand elle était enfant. Et c'est intéressant parce que vous en parlez de ça. Ouais. C'était trop facile d'en faire une Madame Verdurin. Oui. Voilà. Bien sûr, c'était mon premier... Je suis quelqu'un d'assez un peu moqueuse et je me suis amusée au début et puis il fallait que j'aille plus loin et comprendre d'où ça venait. Son enfance, sa jeune fille. Elle est très fière, elle était fière de son pédigré. J'emploie le mot pédigré parce que c'est de Modiano aussi, mais c'est comme si elle étalait voilà, des noms importants qui sont ceux de ses parents, de son beau-père. Son père était un aristocrate français, donc le premier mort de la France libre. Sa mère, Tatiana, était une muse du poète russe Mayakovsky. Et son beau-père, Alexander Lieberman, était aux États-Unis un rôle très important parce qu'il a dirigé le groupe Condé Nast et Vogue pendant 30 ans et c'est lui qui a inventé le Vogue moderne qu'on connaît aujourd'hui. Donc, dans le milieu new-yorkais, de l'édition, de la mode, etc., ils sont des gens importants. Et pour elle, ça compte énormément et elle considère que puisqu'elle est l'héritière de ces gens importants, elle doit être considérée avec de l'importance. Ce qu'elle omet de dire, ce qu'elle dira finalement sa biographie qu'elle publie des années après la mort de ses parents, c'est que c'est une petite fille abandonnée. Maltraitée. Peut-être pas abandonnée. Voilà, elle est abandonnée. Elle est abandonnée. Elle n'existe pas dans ce... elle est là pour le décor. Et d'abord, elle subit cet exil. Elle quitte son pays, la France. Son père meurt. Et elle se retrouve à New York seule. Voilà, ses parents ont une chose à faire que s'occuper de cette petite fille. Donc, disons qu'il y a des raisons, elle a des circonstances atténuantes. Et ce qui la rend d'autant plus... Oui. Ce qui la rend, du coup, de façon attachante. Oui, c'est un être humain. C'est pas un Verdurin, c'est pas un personnage, c'est une femme. C'est une vraie femme. Qui a certainement souffert et qui a été, oui, malheureuse.
Et qui souhaite tellement en être. Qui souhaitait en être, ouais, qui souhaitait en être et qui n'y est jamais arrivée, alors qu'elle y en était, elle se rendait pas compte. Elle avait un mari adorable et délicieux. Alors, il était homosexuel, mais donc il y a certainement une sorte de frustration sexuelle, mais c'est quelqu'un son mari l'a énormément accompagné, aidé, soutenu dans son travail d'écriture, par exemple. Elle avait beaucoup de choses autour d'elle, beaucoup de choses, mais on en veut toujours plus. Et ça, c'est le grand drame humain, c'est d'en vouloir davantage de ce qu'on a. Alors, votre livre, il nous permet à nous de rentrer vraiment au cœur de cette Amérique qui nous fascinait à cette époque-là. Une Amérique bien, bien différente que celle que nous connaissons aujourd'hui. Hein, et du coup, on se prend à la regretter, cette Amérique-là, même si elle n'était pas parfaite, bien évidemment. Et on se prend à regretter ce temps où il y avait de la liberté, où ces intellectuels-là pouvaient être, dire à peu près ce qu'ils voulaient, avoir un comportement avec les femmes pas toujours au top, c'est moins qu'on puisse dire. Donc on se prend à regretter ce temps-là et votre livre nous permet d'y rentrer, de revenir. Le XXe siècle n'est pas loin, hein, mais ça permet d'y revenir, ah ben oui c'était comme ça, ah ben oui c'était comme ça. Et ça je trouve que c'est un des mérites, il y en a plusieurs, un des mérites de votre livre, de nous faire revivre cette Amérique-là et de nous dire, ce serait bien de relire Philippe Roth. Oui. Alors, exprès, j'ai fini le livre avant le désastre, avant l'élection de Donald Trump, la première élection en novembre 2016, parce que je voulais être avant, je voulais cette Amérique-là, effectivement, qui nous fascinait tous, mais il ne faut pas oublier que Philippe Roth nous décrivait exactement ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a une crise qui s'est passée dans le passé, dans le complot contre l'Amérique. Il raconte la tentation fasciste et totalitaire des États-Unis. Hein. Mais quand il y avait le président Lindbergh. Voilà. Il suffit de lire Philippe Roth pour se rappeler que les États-Unis qui nous font rêver, et aussi un pays qui a été créé sur un génocide, le génocide des Amérindiens, qui a été créé sur l'esclavagisme, sur la ségrégation. La situation des Noirs américains est catastrophique, il le raconte dans La Tâche. Cette Amérique, on n'a pas tellement envie de la voir, hein. Mais nous, il nous le rappelait. Il nous rappelait la violence du mouvement gauchiste au début des années 70, des attentats. Il nous rappelait ce qu'on n'avait pas envie de savoir, et c'est le rôle de l'écrivain, du grand romancier, c'est de nous montrer l'ombre, comme disait Flaubert. Voilà. Ce qu'on n'a pas envie de savoir, c'est... Effectivement, pour moi, les États-Unis, quand j'étais adolescente, c'était... les États-Unis sont une fabrique de fiction qui est extraordinaire. Voilà, le cinéma américain, l'histoire se termine bien, toujours. Il nous rappelait que l'histoire ne se termine pas bien. Alors, on va y venir à ce Philippe Roth, qui est quand même, on n'en a pas encore beaucoup parlé, cet écrivain génial qui n'a pas eu le prix Nobel, un véritable addict du sexe. Oui. Voilà. Ça, on le savait hein, déjà. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il est mort juste avant MeToo ou un an. 2018. Oui. 2018. Voilà. Je pense que c'est mieux pour lui. Parce qu'à mon avis, il aurait sans doute eu quelques difficultés. Et Esther, qui, elle, finit aussi par d'hériter d'une certaine manière de l'obsession de Francine pour Philippe Roth, parce que toujours Francine voudrait bien, Philippe sera peut-être parmi nous, elle en parle, elle ne peut pas s'empêcher d'en parler en disant à sa jeune fille au père, à son au-père, comme elle dit, en disant mon ami et voisin. Donc voilà, l'obsession de Francine finit par une espèce je sais pas, de capillarité de se transmettre à Esther. Ça m'intéressait d'interroger ce que c'était. J'étais une jeune femme au XXe siècle. Voilà. Et donc, avant MeToo, j'ai été face à ces hommes de pouvoir, de privilèges, voilà. Je me souviens que quand j'allais au travail, systématiquement, vous allez prendre un verre, ou de gens, de patrons à qui je travaillais, qui me draguaient, mais il n'y avait aucun problème. Enfin, j'étais dans cette situation de jeunes femmes face à des hommes de pouvoir qui tentaient d'exercer leurs privilèges. Et j'ai eu de la chance, et puis j'ai eu un père, je pense, qui m'a aussi... j'ai toujours su mettre... Voilà, je me suis protégée plus ou moins. Mais les choses n'étaient... C'est compliqué, voilà. Vous me dites, Philippe Roth est mort, heureusement, avant MeToo. Mais lui, ça avait très
très bien, je ne sais pas s'il aurait été poursuivi. Il savait très bien se situer et il avait un pouvoir de séduction gigantesque. Il était très très drôle, très intelligent et il savait très bien séduire parce qu'il avait compris comment ça fonctionne pour séduire une femme. Il suffit de s'intéresser à elle, lui poser des questions et écouter. Donc il était addict au sexe, il avait un très grand nombre de maîtresses. Et ça aurait été compliqué de le poursuivre parce qu'il n'a jamais forcé personne. Oui, il n'y a jamais eu de violence. Mais il avait ce pouvoir intellectuel qui faisait que des jeunes femmes pouvaient être séduites par ce qu'il pouvait apporter. Voilà, il rentrait une pièce, une fête, il avait 65-70 ans, et il repartait avec des jeunes femmes de 25 ans. Quand on a 25 ans, le corps de 70 ans, c'est un peu dégoûtant. Hein. Moi, j'ai vu une fois Jim Harrison, dans une des rencontres que j'organisais il y a quelque temps, Jim Harrison repartir avec une flopée. Jim Harrison, il était pas terrible sur la fin quand même, hein, puis il était à ce moment-là complètement imbibé. Eh bien, il est reparti avec une flopée de jeunes femmes qui le poursuivaient en demandant le numéro de sa chambre. Donc voilà, tout ça est bien compliqué. Voilà, tout ça est bien compliqué. Tout ça est bien compliqué. Et dans le roman, j'ai pas de réponse, mais dans le roman, je pouvais, en tout cas, utiliser le roman pour essayer de revoir comment c'était. Qu'est-ce que c'est qu'être une jeune femme de 19 ans face à un homme plus âgé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle aussi? Parce que le jour, il y a un jour un repas où enfin Francine a réussi à avoir parmi d'autres amis, y compris donc Claire Bloom. Ça, on a oublié de dire, c'est important parce que Claire Bloom, c'est la femme de Philippe Roth et c'était d'abord une amie de Francine. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que alors Philippe Roth et Francine Duplessis habitent sur la même route dans le Connecticut, au milieu de la forêt, à 800 mètres l'un de l'autre. Francine à gauche, Philippe Roth au bout à droite. Donc, ils sont voisins dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Et c'est Francine qui trouve la maison de Philippe Roth. C'est elle qui lui a... Et voilà, ils se connaissent, ils sont amis, et c'est elle qui lui trouve cette maison. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle l'a vitaminé, tout ce qu'elle peut pour se rapprocher de lui, et très vite, lui, il décide que c'était... Voilà, elle n'est pas drôle, elle n'a pas d'humour, Francine. C'est ça son gros problème, elle n'a pas d'humour. Philippe Roth est le roi de l'ironie. Elle n'a aucune ironie. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a fait son mémoire de fin d'études sur l'ironie chez Kierkegaard, mais elle ne sait pas pratiquer l'ironie, elle n'est pas capable, parce que pour avoir pratiqué l'ironie, il faut être sûr de soi. Puis avoir une petite distance avec soi-même. Voilà, ce qui n'est pas son cas. C'est minimum. Donc il décide que c'est terminé, et il rencontre Claire Bloom, cette immense actrice anglaise. Il la fait venir à Connecticut où elle s'ennuie terriblement parce qu'il travaille du matin au soir. Et Francine devient la meilleure amie de Claire Bloom. Un moyen de se rapprocher de l'homme qu'elle aime. Voilà, donc c'est des trios amoureux un peu étranges, mais qui fonctionnent pendant une... Les trios néanmoins. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un repas où enfin Francine arrive à ses fins et la jeune fille au père, celle qui observe, voilà, la jeune fille au père est là. Et elle s'habille avec une robe rouge à petits pois, avec des bretelles relativement sexy, voilà. Et on sent très bien, nous à la lecture, on sent très bien qu'Esther sait très bien ce qu'elle fait là. Mais j'étais cette jeune fille-là de 19 ans qui voulait tester sa séduction, qui voulait savoir est-ce qu'elle plaisait aux hommes, est-ce que tout le monde lui disait Philippe Roth est tellement séduisant, tellement... Et moi, je me souviens très bien de la situation dans laquelle j'étais face à des hommes adultes. Je voulais, est-ce que j'allais leur plaire? Est-ce que j'allais leur plaire? Je voulais tester. Et heureusement, la plupart savaient très bien mettre des limites. Voilà. Des amis de mes parents, des professeurs. Je voulais séduire. Voilà. Mais Philippe Roth est un homme qui, si on reprend la formule de Camus, c'est un homme qui ne s'empêchait pas. Un homme sans s'empêche, disait le père de Camus. Philippe Roth ne s'empêchait pas. Il voyait une jeune femme qui avait l'air consentante et il y allait. Alors, donc on vient de dire qu'il était addict au sexe. On ne dira pas ce qui se passe entre... On va le laisser découvrir aux lecteurs, aux auditeurs. Donc, à propos de sexe, il y a dans ce livre
des choses qu'on ne peut pas lire là, ce soir. Il y a vraiment des scènes de sexe très torrides, on va dire, où un chat est appelé un chat, ou vous le mettez au féminin si vous préférez. Et c'est vrai que là, on a le sentiment que vous lâchez vraiment, que peut-être que c'est Philippe Roth qui vous permet de vous lâcher, mais vraiment, vous vous lâchez. Il y a des scènes de masturbation, des scènes de sexe de Philippe Roth, mais aussi des autres. Enfin, voilà. Est-ce que c'est Philippe Roth qui est là, ou est-ce que Colombe Schneck avait envie de se lâcher, d'écrire des textes érotiques? J'avais pas le choix parce que Philippe Roth, effectivement, écrit sur le sexe de façon magistrale, qu'il est addict au sexe, et que dans cette histoire, le sexe était présent, je ne pouvais pas faire que ça n'existait pas. Et donc, je suis désolée, je suis gênée qu'on me prenne en photo sans me demander. Oui. C'est pas grave, mais demander c'est agréable. Bon, bref. Donc, j'avais très envie de. Il fallait que j'écrive sur le sexe, et le meilleur professeur qui soit, et moi, Philippe Roth. Donc, j'ai regardé comment il faisait. Et je suis allée relire Le Théâtre de Sabat, le livre le plus sexuel de Philippe Roth. Donc, Le Théâtre de Sabat, le personnage Michael Sabat était un addict au sexe. Et Philippe Roth lui disait, c'est le personnage qui me ressemble le plus, et je le rencontrerai ce type, je le fermerai la porte oreille. Voilà. Donc, j'ai regardé comment il faisait. Et puis, j'ai aussi interrogé des amis qui sont addicts au sexe pour savoir qui ont c'est quoi, d'où ça vient, pourquoi. Et ils m'ont tous dit la même chose, c'est la curiosité. C'est la curiosité de l'autre, de connaître l'autre. Par son corps, par sa jouissance, par sa peau, par sa salive. C'est une curiosité de l'autre. Il y a une forme de maîtrise, bien sûr, de l'autre, mais surtout une curiosité de comment il est, l'autre. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est moins le plaisir que la sexualité peut vous procurer que le désir de connaître l'autre. Par la sexualité. Par la sexualité. Donc, est-ce que ces pages de sexe que moi je trouve crues et belles, les deux. Hein. Merci. Est-ce qu'elles sont difficiles à écrire? J'imagine que oui, parce que je ne crois pas que ce soit vraiment dans vos non, habitudes. j'avais essayé, je suis pas, effectivement c'est difficile, mais j'étais entraînée par Philippe Roth. Et finalement, je me suis, j'ai vu comment il faisait, et je veux dire, je me suis énormément amusée à écrire ces pages. C'était un amusement, je me suis amusée. Ça m'a pas paru plus difficile que ça. Je me suis dire que Philippe Roth a une écriture donc il a énormément d'énergie, qui est très charnelle, et qui vous entraîne. Vous lisez quelques pages de Philippe Roth, c'est comme si vous mettiez de l'essence dans votre moteur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors, bon, ça fait un petit moment que vous nous parlez de Philippe Roth, et on sent que vous avez, malgré tous ces travers, hein, nombreux, et ces grandes qualités d'écrivain, on sent que vous avez une grande tendresse pour lui. Voilà. Et d'ailleurs, une admiration surtout, une grande admiration. Et votre éditrice, enfin l'éditrice d'Esther, excusez-moi, je me mélange un peu les crayons, Leslie, donc c'était aussi l'éditrice de Francine. Vous voyez, on a l'impression que tout ça une chose un peu circulaire. Donc l'éditrice donne un conseil, et je trouve que ça va bien avec ce que vous avez écrit. Écris la vérité, mais regarde tes personnages avec amour. Oui, et alors, vous avez tellement envie de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que je ne suis pas la seule lectrice qui après me demande, alors ça c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qui vérifie sur Google. Et alors, effectivement, j'ai une éditrice américaine, j'ai une publication aux États-Unis, qui s'appelle en fait, non pas Leslie, mais Anne Godoff, qui dirige pas une de presse aux États-Unis, et qui a été l'éditrice de Francine Duplessis. Et j'ai bien sûr interrogé, et c'est elle qui m'a dit cette phrase très belle, et qui m'a dit, écris ce que tu veux, mais regarde ces personnages avec amour. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, et comme vous disiez tout à l'heure, j'ai essayé de comprendre qui était Francine Duplessis, et qui n'était pas seulement cette Madame Verdurin, quelque chose de plus intéressant. D'une certaine façon, c'est Anne Godoff qui m'a menée sur cette voie-là. Regarde ces personnages avec amour. Alors on vient de parler d'amour, et on trouve dans votre livre une sorte de... C'est très très difficile de définir ce qu'est l'amour, mais vous avez ces phrases, si vous voulez bien, je vais la lire, parce qu'elle est magnifique, et je trouve que vous approchez d'une définition de l'amour, ce qui est quand même assez compliqué. Hein. Un homme, Philippe, et une femme, Claire, ont vécu ensemble 18 ans. Ils parlaient la même langue. Ils sont deux étrangers qui n'ont rien de commun, sauf cette maladie du corps et de l'âme, drogués, une addiction à cette merveilleuse fiction que fabrique l'esprit, qui transforme les faits et les personnes,
leur impose ce sentiment incontrôlable, sauvage, injuste, qui rend aveugle et sourd, embellit, maquille, s'oppose à la démonstration, à la raison, à la logique, et que l'on nomme communément l'amour. Et là, j'ai envie de vous dire bravo, Colombe, parce que vraiment, je trouve que vous approchez vraiment très près de ce qu'est cette fantastique addiction qu'on a tous, en tout cas j'espère, qu'on a tous connue et qu'on connaîtra encore peut-être. Après, parfois, la fiction rejoint la réalité, ça pourrait Oui. arriver, paraît-il. Enfin, une sorte de... Voilà. Donc voilà, j'avais envie de dire, c'est parce que je trouve que c'est vraiment très... Et puis là, on voit que là, on parle de Philippe Ross, on parle d'Esther, on parle de Francine, mais c'est bien aussi qu'on rende à Colombe voilà, le fait qu'elle est un écrivain. Hein. Merci. Donc, alors cette haine, cette attraction, répulsion plutôt en ce qui concerne Philippe Roth, entre Roth et Francine, moi, il me pose question, comment est-ce qu'on peut haïr pendant 40 ans ? Aimer pendant 40 ans, on peut comprendre, même si l'amour évolue. Mais haïr pendant 40 ans, c'est épuisant. Et il le disait lui-même, il en avait honte. Hein. C'est intéressant. C'était un sujet romanesque intéressant, la relation. Quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, mais quel sujet extraordinaire. J'étais excitée, j'étais vraiment... je ne sais pas si je donne une réponse à la question, autre que Philippe Roth n'est pas, voilà, n'est pas ce dieu, mais un être humain plein de frustration lui aussi. C'est quelqu'un qui rumine. J'ai retrouvé une lettre extraordinaire où il écrit à une de ses amies en disant, mais j'ai honte, voilà, j'ai honte de cette haine. C'est génial. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça... d'un point de vue d'écrivain, de l'auteur, hein, qui a eu la prétention de prendre Philippe Roth comme personnage romanesque. C'est assez gonflé, ça, quand même. Hein. Oui, je suis d'accord. Et quand j'ai découvert cette lettre grâce à une amie qui l'avait trouvée dans des archives, j'étais dans... je me dis, oui, j'ai raison d'écrire ce livre. J'ai un bon sujet. Alors c'est vrai que donc il y a cette haine de 40 ans, mais elle a quand même été un peu alimentée aussi par. Oui, il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Il y a des lettres anonymes quand même. Ouais. Alors oui, il y a cette histoire extraordinaire qui est, je ne sais pas si vous avez lu La Tâche de Philippe Roth, pour certains. Dans La Tâche, donc c'est l'histoire de cet homme qui est noir, qui se fait passer pour juif parce qu'il a la peau très claire. Et qui va se faire virer de son université ou mis de côté parce qu'il aurait traité un étudiant d'un mot qu'il ne faut pas utiliser. Donc c'est la charge de Philippe Roth pour ce qu'on appelle le politiquement correct. Et à travers cet homme, il raconte bien ce que c'est qu'être un homme aux États-Unis, quelqu'un qui exclut la société. Bref, cet homme reçoit, alors qu'il a 70 ans et qu'il a une très jeune maîtresse, une lettre anonyme qui traduit les notoriétés publiques que vous couchez avec. Et cette lettre anonyme est envoyée, il fait une analyse graphologique de cette lettre anonyme, il prend un avocat pour poursuivre la personne, l'autrice de cette lettre, dont il se rend compte qu'elle est universitaire française qui s'appelle Delphine. Cette histoire-là est entièrement tirée directement d'une lettre anonyme que lui a envoyée Francine. Effectivement. Voilà. Elle lui envoie pratiquement cette lettre un an ou deux après sa séparation avec Claire Blum, je pense frustrée de qu'elle ne soit pas reconnue enfin, et elle envoie une lettre anonyme, et Philippe Roth, tout le monde sait que vous couchez avec un autre prénom. Il est de notoriété publique que vous voyez Tamara Kane. Voilà. Ouais. Alors là, et Philippe Roth, au lieu de jeter cette lettre à la poubelle, va employer un graphologue, lui apporter l'écriture de Francine une autre lettre, qui va confirmer que c'est bien l'écriture de Francine, et il va prendre un avocat aux États-Unis qui est l'avocat le plus redoutable qu'on puisse utiliser. Hein. C'est un avocat dur, donc il va dépenser plusieurs milliers de dollars, j'imagine, pour poursuivre Francine. Voilà. Et il va utiliser cette lettre 10 ans après. Donc il l'utilisera. Il utilisera, comme il le fait souvent, hein, quelque chose de la réalité qu'il mettra dans ses livres. Alors,
Ce livre, c'est un livre sur l'Amérique du XXe siècle, on disait, mais aussi, c'est aussi un livre sur un milieu intellectuel juif particulier, voilà, qui semble fasciner Esther, parce que Esther, elle est effectivement, elle est aussi juive, mais elle est juive ashkénaze, elle est juive européenne, et d'une certaine manière, les juifs, enfin, ce milieu où ils sont nombreux, on va dire, il n'y a pas que des juifs, mais ce milieu où ils sont nombreux, mais c'est des juifs qui n'ont honte de rien, ils n'ont pas la Shoah. Voilà. Et là, on rentre un peu plus dans quelque chose d'un peu plus dramatique dans le livre. On revient un peu à vous aussi, Colombe, hein, à vos origines, à votre judéité, mais laïque. Hein, mais vous êtes comme Esther, ou Esther est comme vous, comme on veut, avec des parents qui n'en parlaient pas, mais surtout Esther, où vous n'aviez pas du tout envie que ça soit évoqué, ces choses-là, ces choses dramatiques de la guerre. Vos parents, je crois, vos grands-parents ont miraculeusement été épargnés par le génocide. Et là, on sent qu'il y a cette espèce de fascination pour ces juifs, parce que c'est des juifs qui osent tout. Hein. Ils osent tout. Hein. Et c'est les juifs sans la Shoah. Voilà, c'est très très différent. Quand je lis la première fois Porteurs et son complexe, je crois que ce qui me plaît, ce qui est à la fois familier et étrange pour moi, c'est effectivement le personnage du narrateur. Et c'est un personnage exubérant, mal élevé, grossier, qui ne cache pas le fait qu'il est juif. Moi, j'ai une famille où on s'habille, ma mère s'habille en bleu, enfin pas en bleu marine, mais voilà, on est des juifs très discrets, modestes. Quand j'allais à la synagogue, quand j'étais petite, une fois par an, c'est gardé par des policiers, on sait à peine que c'est une synagogue, vous rentrez, vous êtes fouillé à l'entrée et à la sortie, enfin, vous fréquentez une synagogue, on a l'impression de rentrer dans une prison et qu'il peut vous arriver n'importe quel danger, voilà, c'est au moment des plusieurs attentats antisémites à Paris, les années 80, donc tout d'un coup, arriver à New York, comme j'ai pu le faire, ou lire des livres de Philip Roth, où il y a des synagogues avec des énormes étoiles, les gens portent des... Enfin, au supermarché, il y a écrit Happy Hanouka. Enfin, moi, ça me paraissait fou. Enfin, on pouvait être juif, c'était pas honteux, c'était normal. Quoi. Et je crois que c'est ce qui me plaît tant dans le livre de Philip Roth, mais aussi dans cette ville de New York extrêmement cosmopolite, où je crois que à peu près 10% de la population est juive. Mais vous pouvez être éthiopien, vous pouvez être grec, vous pouvez être italien, vous pouvez être juif, et c'est normal. Et vous avez besoin de vous cacher, vous avez le droit d'avoir des défauts, vous avez le droit d'être juif et voleur, juif et, je sais pas, grossier, juif et mal élevé. Et il y a ça dans les romans de Philip Roth, il y a ça à New York, et je pense que c'est ça qui me... C'est cette judéité d'avant la Shoah, où il n'y a rien de mortifère, de détruit, il y a une espèce de joie, voilà, il y a un humour qui effectivement a été qui a été anéanti. Mes parents et mes grands-parents ont survécu, ouais, ils n'ont pas été victimes, ils ont survécu au génocide, c'est-à-dire que j'ai été élevée, moi je suis née en 66, donc pas si longtemps après la guerre, de parents et de grands-parents qui ont passé, nous ont amenés à se cacher, à changer de nom, à compter les morts, et puis tenter de les oublier comme s'ils n'existaient pas, donc dans une atmosphère assez mortifère où régnait le silence, voilà, où les morts n'avaient pas de nom, pas d'identité, il ne fallait pas en parler parce qu'on en avait honte. Donc tout d'un coup, rentrer dans Philip Roth, et c'est le contraire de ça, c'est éclabousse. C'est jubilatoire pour vous. Il y a quelque chose de assez jubilatoire, voilà, de retrouver quelque chose qui avait été perdu. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, ce livre, il est multiple, hein, entre réalité et fiction. On révise son Philip Roth. Si vous ne l'avez pas lu, amis auditeurs... On peut le lire sans avoir lu Philip Roth. Bien sûr. Mais si vous voulez, je peux vous recommander. Oui, on n'en doute pas un instant. Donc Philip Roth, dont le mythe est quand même un peu déconstruit, mais qui reste un excellent professeur de littérature. Et on découvre une Colombe Schneck qui aime bien perdre un peu son lecteur. Elle a tous les droits, elle est romancière, elle a tous les droits. Hein, et qui en joue. Voilà. Et je dirais, pour terminer, un très bel exercice romanesque de littérature. Merci à vous, Colombe. Merci beaucoup, merci à tous.